Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolée de vous presser avec ces affaires familiales. C'est un plaisir de me joindre à vous pour ces colloques autour de la présence de l'archive coloniale dans l'art contemporain. Merci beaucoup, Jacques, de cette invitation. Ma présentation va reprendre certains aspects qui sont apparus dans certaines communications, mais aussi dans l'exposition, dans le but de traiter une problématique sur la critique institutionnelle. Ma présentation porte, et donc je passerai sur ces aspects un peu plus vite, vu qu'ils étaient traités par des collègues. Ma présentation porte sur la dynamique de contre-représentation et d'affirmation identitaire qui anime certaines pratiques d'archives sur et par des artistes, des sujets noirs dans l'art contemporain brésilien à partir des années 2000. Cette réflexion est le résultat des recherches que je mène depuis 2019 sur les enjeux entre archives, performance et l'art afro-latino-américain. Mon intérêt sur les pratiques d'archives d'art vient d'abord de mes travaux sur les dictatures latino-américaines et puis sur les guerres civiles libanaises. C'est à partir des créations artistiques sur ces conflits politiques marqués dans le temps que j'ai commencé à mener des études sur la façon dont les aspects visuels et organisationnels de l'archive deviennent factures plastiques de l'œuvre et méthodes d'investigation artistique pour toute une génération d'artistes, lesquels, par cette approche visuelle et méthodologique, opèrent sur la dimension politique de l'archive comme outil de manutention du pouvoir. C'est par cette voie que je me suis intéressée d'abord par une production brésilienne portée sur la citation d'images d'archives coloniales. Dans le prolongement de cette recherche, je me suis tournée vers le répertoire gestuel et sonore des communautés noires, leur processus de création, d'effacement et de circulation, et leur présence comme vocabulaire de l'art contemporain. Mon but étant de travailler sur la façon dont en art d'archive, interroge l'épistémologie de ces dispositifs de contrôle et d'énonciation. Mon intervention s'y concentre sur le déplacement constant qui semble diriger l'usage de certaines images d'archives dans l'art et qui relève d'un regard sur le matérialisme historique par le biais de la conception politique d'archives. Ces mouvements se font principalement entre l'appropriation de l'image de la violence comme trace de l'histoire dans le présent et son démantèlement en vue de revendications identitaires. La dynamique entre ces deux temps de travail sur des images d'archives est tendue, car elle révèle l'archive coloniale comme un fantôme persévérant et régulateur des relations sociales au Brésil, y compris dans le monde de l'art. Ces derniers finit aussi par devenir objet d'un art d'archives par les biais des critiques institutionnelles menées encore par peu d'artistes. À travers un bref parcours par ces trois temps de pratiques d'archives en art, j'espère montrer comment la relation entre art contemporain, sujet noir et archives coloniales est une rencontre complexe dans laquelle l'idée de contre-représentation par l'appropriation de l'image n'est qu'un élément humble. Les défis majeurs étant la présentation d'une image véritablement critique à l'intérieur d'un système résultant lui-même de cette archive. Un système qui promeut la catégorie afro-brésilien ou d'artistes indigènes comme des nouveaux modèles de vague d'institutionnalisation de l'altérité au Brésil. Au Brésil, l'attention des arts nationaux vers la production iconographique coloniale n'est pas quelque chose de nouveau. Les images graphiques produites dans le cadre de multiples expéditions scientifiques et artistiques dans le XVIIIe et XIXe siècle, ou les photographies réalisées pendant la vague des photographes étrangers qui attend le pays dans la seconde moitié du XIXe, ont très tôt été incorporées dans nos plus importantes collections publiques. Ces images ne sont pas seulement en ajout aux collections artistiques et scientifiques qu'on hérite avec la venue de la famille royale au Brésil en 1808, elles donnent aussi une continuité à un projet de colonisation qui unit images et savoir et qui présente le visuel par une valeur cognitive. Les matériaux iconographiques
résultant de la voyage philosophique mené par Portugal en 1783 au Brésil, ainsi que les lithographies de Debré, dont on a pas mal parlé, par exemple, sont actuellement accueillis dans la Bibliothèque nationale, dans les musées nationaux ou dans les BGE. Des institutions qui, par l'histoire, ont mené des travaux pratiques et théoriques importants sur la transformation ethnique de la société brésilienne comme élément d'un projet nationaliste et progressiste, et c'est là, dès le début du Brésil républicain. Ce collectionnisme est donc à la base de l'économie visuelle du Brésil lui-même. La popularité de ces images dans une catégorie d'images historiques a été construite tout au long du XXe siècle et par des moments clés de l'histoire. En ce qui concerne Debré, l'analyse d'Anderson et Ricardo Trevisan, élaborée dans son ouvrage de 2015, est essentielle pour comprendre la redécouverte du peintre dans la première moitié du XXe siècle. Parmi les différents moments d'apparition des images des voyages pittoresques qui l'auteur rassemble, tels que l'inscription de Debré dans les livres sur l'art brésilien, l'acquisition par des collectionneurs divers dont parlait Jacques pendant l'exposition, et son entrée dans le monde académique, les mécanismes de vulgarisation jouent un rôle déterminant pour l'absence d'étrangeté des Brésiliens face à ces images. Les principaux médiums de cette popularisation qu'on voit dans l'exposition fut la Revista da Semana, publiée à Rio de Janeiro entre 1900 et 1962. La publication a été de grande importance pour l'histoire brésilienne, notamment dans différents moments d'affirmation de l'esprit nationaliste et progressiste par la voie de l'éducation en masse. Attaché à des discours divers qui réitèrent l'idée de Debré comme un observateur fidèle du XIXe siècle, les images débrétiennes ont souvent été reproduites dans la période. 187 lithographies de voyages pittoresques étant publiées en 1930 en format de série dans cette revue. Les reproductions prises par les publics, je cite Trevisan, plus par leur capacité en tant que source pour la récupération visuelle d'un passé, plutôt que pour sa perception en tant qu'objet d'art. Fin de citation. Ces images ont été transformées dans des référents de comparaison entre les Brésils d'autrefois et celui des années 1930 et 1940, qui, face au passé, s'affirmaient comme exemple de pays qui avançaient dans la voie de la citation. Je fais attention particulièrement à cette image qui apparaît dans la revue de la semaine, mais dans un volume, un numéro spécifique dédié à comprendre les performances des femmes dans les Brésil républicains. Alors, sachant qu'il présente cette image de la femme noire par rapport à la femme blanche, et après va faire une série de publicités dédiées, consacrées juste à la femme blanche. 40 ans plus tard, et dans le cadre d'un véritable programme éducationnel national, des images de Debré et de Rujandas deviennent des illustrations des manuels scolaires et de l'histoire du Brésil. Ceci est recommandé et distribué gratuitement par les ministères de l'Éducation à travers le Programme national du livre et du matériel didactique. Une initiative de systématisation de l'éducation nationale par le financement d'ouvrages pédagogiques et littéraires. Et là, il y a une différence dans ce que est évoqué pendant la visite de l'exposition, des ouvrages qui vont apparaître dans les années 60 et des ouvrages qui apparaissent à partir de 1985, quand les plans d'éducation du Programme national du livre est mis en place. Parce que là, il s'agit d'un investissement gouvernemental pour l'éducation en masse. L'impact de ces images est frappant, selon l'étude de Varley de Costa sur les images des sujets noirs dans les livres scolaires. Dans les années 1990, les élèves de toutes les classes sociales avaient accès aux images de Debré. Il y a d'autres élaborées pendant la colonisation du Brésil. En ce qui concerne les champs artistiques, même si les citations ponctuelles et des images archives sont identifiées dans la deuxième moitié des années 90, par exemple dans les cas de Rosana Paulino ou d'Adriana Varejan, dont les approches sont absolument différentes, c'est effectivement à partir des années 2000 que ces images d'archives coloniales ont fait l'objet d'appropriations diverses par des artistes, et particulièrement des artistes noirs et noirs. Mais
En quoi l'apparition qu'on accompagne diffère de celle des années précédentes? Bien que les œuvres soient très hétérogènes, leurs moyens d'existence et de circulation sont redevables dans le même contexte national et international. Au Brésil, les années 2000 sont marquées par des divers changements au niveau des politiques d'affirmation vers les populations marginalisées. Le premier mandat du président Luiz Inácio Lula da Silva, débuté en 2003, répond, même si de façon bancale, à certaines demandes sociales réclamées par les mouvements noirs depuis la rédaction de la Constitution en 1988. La loi 10 639, par exemple, modifie les directrices de base de l'éducation nationale de 1996 en ajoutant au programme d'enseignement l'obligation de l'apprentissage de l'histoire et de la culture afro-brésilienne dans les écoles publiques et privées de tous les pays. Les changements attendent surtout les contenus disciplinaires des disciplines d'humanité, l'art, la littérature et l'histoire, lesquels devraient désormais inclure dans leurs cours, je cite, l'étude de l'histoire de l'Afrique et des Africains, la lutte des Noirs du Brésil, la culture noire brésilienne et les rôles du noir dans la formation de la société nationale, récupérant ainsi la contribution du peuple noir dans les domaines social, économiques et politiques pertinents pour l'histoire du Brésil. Malgré son caractère d'applicabilité immédiate, la réforme est difficilement mise en place, faute de matériel et de préparation pédagogique. Une lacune qui sera partiellement comblée à partir des années 2010, entre autres, par les programmes éducatifs des musées et leurs expositions temporaires. De part de ces spécificités, les décrets de 2003 résonnent fortement dans les milieux artistiques ou culturels, notamment par l'instrumentalisation de la nouvelle loi des liens en lien avec la loi fédérale d'incitation de la culture de 1991, celle-ci opérant par la captation des ressources visant les projets culturels en contrepartie d'allègements fiscaux des entreprises privées. Cette alliance entre public et privé dans la culture sera la formule de presque toute exposition consacrée à l'art afro-brésilien dans les années 2000, y compris dans l'ouverture du musée Afro-Brésil en 2004. Néanmoins, différemment de ces derniers dont les projets publics, même s'il y a une polémique concernant sa collection, est né par l'engagement de l'artiste Emmanuel Araújo dans les débuts des années 1990, dans lesquels il marquera la direction des musées iconiques par des projets qui recherchent à libérer la hiérarchie entre culture afro-brésilienne et art, dans un mouvement d'actualisation de l'agenda des mouvements noirs à Rio de Janeiro et à Bahia dans les années 70 et 80. Différemment de ces projets-là, des célèbres expositions comme l'Histoire afro-atlantique au MASP en 2018 s'intéressent à récupérer la thématique visant un dialogue avec les circuits d'exposition internationales, sans jamais s'y prêter à une autocritique de sa participation à une archive coloniale. La plupart du temps, cette absence des critiques s'y cache sous les prétextes que ces musées sont déjà placés dans un sud global. De par ses investissements, l'art labellisé sous l'étiquette d'afro-brésilien devient une thématique majeure dans la scène artistique brésilienne et mondiale. Elle s'y nourrit par une nouvelle génération d'artistes, la plupart issus des populations marginalisées, qui accèdent aux formations d'enseignement supérieur, aidées par les politiques gouvernementales comme des projets de financement de formation dans des institutions privées, l'ouverture de nouvelles universités publiques et les quotas sociaux et ethniques. La génération qui fut scolarisée à travers des images de Debré tout au long des années 1990, comme décrit Costa, est une des premières à bénéficier de ces programmes et constitue, dans les cas de plusieurs familles, les premières à accéder à la formation supérieure. Dans ce nouveau dessin du monde de l'art brésilien, les productions sur l'archive coloniale acquièrent de nouvelles significations, bien qu'il soit important de penser ces particularités des techniques utilisées par chaque artiste. Je propose de penser les conditions et effets de ces appropriations dans son ensemble, car la force et dans certains moments aussi la fragilité de chacune de ces œuvres contemporaines est transformée par la quantité des travaux de ces types et par la durée de cet intérêt, de 1995 à 2025. La répétition et constance de cette pratique d'appropriation instaure une nouvelle vision sur les archives coloniales dans la société brésilienne, en déplaçant la compréhension d'archives comme institution pour assumer son opération biopolitique dans la société. Cette
répétition renvoie à celle des performances imposées aux sujets noirs dans l'histoire du Brésil, lançant la lumière sur la performativité de cette archive dans l'espace social. En d'autres termes, le travail créatif sur ces images permet de penser l'archive des corps noirs et indigènes et de la nature dans la société brésilienne comme la métonymie de la violence coloniale, justement par la façon dont les projets de popularisation de cette iconographie, dont les gestes de la vie quotidienne fabriquent le racisme comme aspect ontologique de la société. La série d'hôtes de Thiago Guarberto, dans laquelle l'artiste revient aux estampes de Debré, figure bien ces différents niveaux de répétition. Sans revenir à une image de violence comme choc, Guarberto souligne la perpétuation de l'archive. Par la technique de la gravure sur styromousse, il choisit de souligner les contours des images laissant de côté tout détail des personnages. C'est qu'on a comme visuel est une sorte de radiographie de la disposition des individus dans la société. Cela permet de faire ressortir les images schématiques des rapports de serviteurs et seigneurs entre les sujets noirs et des sujets blancs courants dans les quotidiens. C'est cet effet de miroir entre les scènes de Debré et celles du quotidien brésilien qui conduit le retour de ces images par d'autres moyens que les champs artistiques. En 2020, par exemple, une appropriation de la lithogravure Les Dîners brésiliens devient l'illustration d'un fait divers, celui dont parlait Isabelle, fait divers qui souligne les cantonnements dans les positions de servitude dans la société brésilienne, figurant la violence de cette position dans une vie familiale. Dans l'image qui illustre l'article de presse d'Anderson France à propos de la mort de Miguel Otávio, de 5 ans, fils de Martis Renata, causé par la patronne de sa mère. Guy Primola actualise les symboles d'une classe moyenne au Brésil dans la participation des prolongements des performativités de l'archive coloniale. Juste à poser, les travaux de Guarberto et de Primola, pour ne citer que ces deux, révèlent d'autres éléments importants sur l'exercice même de l'appropriation de l'archive dans les années 2000. Ce qu'on voit devenir objet d'intervention ne sont pas les lithographies de Debré, mais une image pauvre, dans le sens même que décrit Hito Steyel, une image qui voyage au fil des siècles et dont la connaissance porte par ses reproductions. Dans le cas du dîner, l'image est séparée des écrits qui l'accompagnaient et de sa matérialité artistique, perdant sa qualité par de nombreux processus de copie, numérisation, coupure. Cet abandon de qualité artistique pour élargir la circulation de ces informations visuelles historiques qui marquèrent les premières vulgarisations de la semaine dans la revue de la Semaine dans les années 1930 et dans les livres d'histoire de 1990 est au centre de la critique contemporaine et est indicatif du processus de diffusion de l'archive coloniale dans la performativité imposée aux sujets noirs dans les quotidiens. Cette dissolution de l'image comme processus de son intégration et le mouvement de souligner cette supposée disparition est essentiel pour comprendre d'autres formes de pratiques d'archives dans l'art contemporain brésilien dans lesquelles les références iconographiques ne sont pas citées dans l'œuvre. Il a, ici, je passe très vite par cette œuvre, vous voyez Coulisses de Rosana Paulino qui fait référence à cette lithographie publiée dans Souvenir d'un aveugle voyage autour du monde de Jacques-Étienne Aragon. Une image qui, comme vous savez, parce qu'on en a parlé cet après-midi, devient appropriée aussi comme une image de résistance, devient une image décente au Brésil, mais aussi au Portugal. Il me manquerait du temps pour explorer la façon dont cette méthodologie de la citation sans référent iconographique dans la facture du travail d'art permet d'élargir l'art d'archive au champ de la performance, comme nous montrent les travaux de Michel Matthews ou de Percy Rezende autour de la question du cheveu noir, qui incide plus spécifiquement sur l'image de la femme noire. Je me concentrerai donc dans cette deuxième partie de mon intervention à la façon dont l'archive coloniale peut être encadrée par des trames visuelles et performatives qui prônent une position d'auto-affirmation face à la violence historique. Voici Vénus, de Val Costa, résultat d'une bourse de recherche artistique à l'Institut Moreira Salles à Rio de Janeiro.
L'installation, qui est présentée depuis début d'avril au Musée de l'Histoire de Nantes, une installation qui est présentée depuis début d'avril au Musée de l'Histoire de Nantes. Il s'agit d'un panneau d'images diverses issues des archives, des publicités et des photos de l'artiste. Parmi les images choisies, on trouve les images de Debré, Rujanda et Arago, mais également les images du modernisme brésilien dans la polémique noire de Tarsila do Amaral. À ces images, Val Costa ajoute une série d'autres, des images de paysages, de nourriture, qui semblent revenir aux images touristiques souvent présentes dans les annonces de voyages au Brésil. Les panneaux est aussi composé d'images de l'artiste. Certaines sont images de son enfance et d'autres produites dans le cadre de la résidence artistique. La recherche menée par l'artiste souhaitait recueillir des images associées aux femmes noires. Sa motivation vient d'un choc entre l'imaginaire populaire et les photographies des albums familiaux constitués par sa mère. Dans son panneau, ces deux archives se confondent. Les archives coloniales, élaborées d'après une économie du regard sur les corps de la femme noire comme objet public, et une collecte d'une archive proche qui semble commencer par des images familiales, mais se déplace vers des images des médias dans lesquelles figurent des personnalités, femmes et noires, comme Selene Williams. Dans la juxtaposition de ces images, l'artiste crée son atlas dans lequel l'image d'une condition de violence d'être femme noire au Brésil est bordée par un éventail de performances non conditionnées. Si l'effet de miroir entre Debré et Arago révèle une pathos formelle de la violence, il produit aussi un constat des différences, des négations de la lecture enfermée de ces femmes. Ainsi, l'histoire visuelle du Brésil est confrontée par d'autres images produites par l'artiste qui évoquent une archive, à la fois télévisuelle et culturelle, qui émerge de ces relations. La distinction semble alors se manifester dans la distance entre, je cite l'artiste, ce que je sais de moi et ce que les autres croient savoir de moi. L'autonomie prend effet dans la négation d'une économie du regard colonial et de l'affirmation de la création d'une archive de soi et à soi. Il est de même pour des œuvres, je ne prendrai pas plus de temps sur ces œuvres-là, comme l'enterrement symbolique da Xexé da Negra ou Descanso das Mulheres que Mereciam Ser Amadas de Renato Felinto, le portrait de Pamela Castro, habillée en manteau rouge de Tarsila do Amaral, et qui revient sur la question de l'antagonisme des performances des femmes, des performances des genres dans la société brésilienne entre femmes noires et femmes blanches, ou encore dans la série Retratos de Dalton Paula, où il peint des portraits de personnalités noires créés à partir de la jonction des photos des dirigeants des quilombos et des photographies du XIXe siècle. Par des méthodologies artistiques diverses, toutes ces pratiques s'approprient d'archives coloniales pour construire une visualité d'affirmation des communautés noires, commençant la plupart du temps par un exercice d'auto-affirmation. Mais si le travail des critiques et des repositionnements de l'archive coloniale semble être à toute force, qu'est-ce qu'on en est de l'aspect institutionnel de la popularisation de cette archive ? En d'autres termes, de quelle façon cette critique sur l'objet et sa continuité comme régulateur des relations sociales se prête aussi à questionner la façon dont les institutions ont participé à cette archive coloniale. Il est encore difficile d'identifier un mouvement collectif de critiques institutionnelles dans cette production artistique contemporaine contre l'archive et sa dissolution dans la société. La permanence des structures coloniales, y compris dans l'histoire de l'art brésilien, reste un ennemi commun, mais sans impliquer la manutention de cette violence par les institutions nationales, dont la plupart financent les pratiques artistiques actuelles des contre-archives. Je ne suis pas en train d'affirmer que la scène artistique brésilienne n'est pas capable d'intégrer la critique dans son système. Il est pragmatique, par exemple, la façon dont les centres d'art contemporain et Yachting a géré la critique de l'artiste Maxwell Alexandre à l'absence de travailleurs et de travailleuses noires dans l'espace d'art par la contractation justement de l'artiste. Ce que je ponctue est que la fragilité de l'intégration des populations marginales dans les systèmes artistiques brésiliens finit par affaiblir les possibilités de contestation radicale au risque d'ostracisme. Les silences par lesquels le milieu artistique et la critique nationale est traité, par exemple, le travail Lembrança de Inhotim de Tiago Galberto,
est symptomatique de cette problématique. Le projet, qui fut le lauréat de la bourse Fonart de soutien aux artistes et producteurs noirs, est un ensemble d'interventions menées dans les quartiers Resplendor, dans la ville Igarapé à Minas Gerais, au Brésil. La région est un contraste environnemental et social avec son voisin, les centres d'art contemporain Iotin, important espace d'art contemporain le plus important de l'Amérique latine, en raison duquel Igarapé a eu une renommée internationale. À partir de la production et la commercialisation d'un objet qui reprend la forme d'un sacolet, dit aussi choupi-choup, géladine ou géline, un sorbet fabriqué artisanalement à partir du jus des fruits et dont la forme est donnée par un sac plastique en cylindre qui lui sert d'emballage, Galberto dresse une critique sur les transformations du paysage et l'exploration des minéraux, la construction d'habitations populaires à Minas Gerais. Pour ce faire, il organise un réseau de vente de l'objet des pâtes de béton et minerais de fer avec la communauté locale, les présentant comme une sorte de souvenir. Ceci est très vite pris par des visitants du centre d'art comme des souvenirs officiels de l'espace d'art. Ce circuit marginal des commerces artistiques est la clé des riches échanges entre Galberto et les habitants d'Igarapé et du dérangement que l'action de l'artiste suscite à Iotin, qui finit par interdire ou essayer de contourner les images de l'œuvre sur Google. Ainsi, Lembrança de Iotin déclenche une série de réflexions sur les liens entre classe, race, colonialisme et libéralisme dans l'histoire de l'art. Il interroge sur le rôle de la scène artistique contemporaine dans l'intensification de l'injustice sociale, dans un moment apparent du mouvement mondial et de démocratisation de l'art. La participation des habitants du quartier à son projet, y compris par la parole et l'écriture, propose de nouvelles formes de la résistance culturelle, de l'action politique et de la citoyenneté qui interpellent les stratégies contemporaines de production de valeurs et de mémoire par l'art. Dans l'œuvre, la pratique de l'archive s'est faite par plusieurs couches. La première, une recherche de l'archive que amène en lien entre les noms de l'art du centre d'art Iotin et les noms d'un propriétaire des mines d'illustration, M. Tin. Et la deuxième, une investigation sur les images de l'expédition bavaroise au Brésil entre 1817 et 1820 qui ont comme objet la région de Minas Gerais. De la manipulation de la couleur du sol, le montage des arbres et superposition entre images du passé et du présent, Galberto crée une visualité d'un conflit entre mémoire, nature, corps et l'art dans la société brésilienne, dans la trame mise en place par lui, l'espace artistique et parfois l'artiste n'est pas présumé neutre ou innocent. Et la vulgarisation de cette neutralité fait partie des drapeaux levés par Galberto. 2 minutes et j'ai fini. Okay. Par cette pratique de vulgarisation des réseaux entre archives coloniales et institutions artistiques, qu'il reprendra dans ses conférences, performances et dans ses installations, Galberto semble répondre à quelques questions énoncées par Sadiaya Harsimon dans son emblématique essai Vénus dans des actes de 2018, dans lequel l'auteur présente les conflits sur la récidive de l'acte de la violence qui s'impose dans la décision de sortir une Vénus des archives. Sortir une Vénus, ça veut dire faire parler la présence réduite de personnes noires dans 2 lignes, dans des actes de vente, les tribunaux, les actes de décès, les titres indéfinis des peintures qu'on trouve dans les archives. Les conflits s'installent car c'est cette présence créée dans sa rencontre entre les pouvoirs, écrit Hartimon, qui la catapulte de la clandestinité au discours. Il permet à l'écriture d'en savoir sur les personnes asservies. Une Vénus a donc un pouvoir qui dépasse les dispositifs de la violence. La question est donc de savoir dans quelles conditions on peut la faire apparaître. Pourquoi le faire? Comment le faire?
Ce regard sur la mort pourrait-il produire de la vie? Le regard sur l'horaire de sa condition peut-il dégager, dans les termes d'Erastimon, de la beauté? Comment trouver une esthétique, une plastique appropriée pour parler de ces présences? En d'autres termes, comment montrer les corps de l'archive coloniale? Galberto propose, comme plusieurs artistes, de faire voir la violence de cette archive. Mais la décision de faire sortir Vénus implique pour lui faire sortir également son bourreau, car l'archive coloniale est avant tout une métonymie de la violence institutionnelle. Tel qu'avec les images d'archives, la répétition de l'affichage du bureau, sa vulgarisation, devient pour l'artiste les stratégies d'une prise de conscience. Si les images de Debré sont reproduites jusqu'à qu'elles finalement soient prises comme images historiques, Galberto reviendra à chaque opportunité sur l'alliance entre archives et institutions artistiques, jusqu'à ce qu'une fois de plus, là deviendra histoire. Mais cette fois-ci, une histoire rêvère, celle qui sera en notre possession. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour deux conférences extrêmement intéressantes et provocatives. Et j'ai une question pour Viviane. Ce que je vois dans le travail de Val et aussi dans quelques travaux de Gualberto, c'est aussi un intérêt de créer de nouvelles mémoires, pas seulement de s'engager et bouleverser un peu cette violence de l'archive coloniale, mais aussi de comprendre ou d'être intéressé de créer de nouveaux archives qui peuvent être des archives de nouvelles mémoires. Et on a parlé, Léna a parlé de l'antifuturisme du mouvement autochtone 2020, mais je crois qu'il y a là, à ce moment, une convergence de cette idée de créer de nouvelles futures, de nouvelles mémoires pour de nouvelles futures. Et je voudrais t'écouter un peu sur ça. Je peux? Merci de ta question. Effectivement, alors il faut comprendre que tous ces mouvements des premières reprises d'archives, d'autoaffirmation et des crises institutionnelles, ils sont des mouvements parallèles en fait. Alors on a toutes ces choses qui se passent en même temps dans la scène artistique contemporaine. Mais effectivement, alors Val et Galberto et Thiago aussi, ils ont cette pratique que admet qu'on ne peut pas oublier ces archives. En fait. Ces images vont continuer à circuler et elles font partie même de leur constitution en tant qu'artiste afrodescendant dans cette scène. Et donc c'est un travail d'intégrer, mais proposer une autre lecture. Donc cette lecture, cette nouvelle lecture, qui n'enlève pas la violence des images, mais elle les encadre, il fait que cette archive possède à cette personne. Thiago Galberto, alors, lembrança de Jotim à plusieurs niveaux du travail, il y a un niveau important, c'est la façon dont il va prendre des récits de ces personnes qui habitent à Igarapé pour montrer qu'ils ont une conscience très claire de leurs conditions par rapport aux centres d'art contemporain et le cantonnement dans lequel ils habitent par rapport à ces centres d'art. Et c'est dans cette conscience qu'ils prennent la mission de vendre ces souvenirs comme si c'était des souvenirs des centres d'art. Et qui vont garder l'argent. Il y a ça aussi, c'est cet échange monétaire qu'ils vont faire et qui va réveiller, ou au moins nous montrer, à partir de la réalité de cette société en particulier, toutes ces discussions par rapport à l'augmentation de
le christianisme au Brésil, les conflits avec les religions africaines, n'ont pas de place dans ce système où il vit. Parce que Galberto va faire appel à Pais de Santo, à des pasteurs, vous avez vu des photos, à des femmes qui sont propriétaires de sex shops. Et toutes ces personnes vont entrer dans ce projet parce qu'ils comprennent qu'il y a une critique plus forte à se faire, il y a une possession qui se fait un peu par l'ironie aussi de vendre quelque chose qui en fait n'a pas de valeur en tant que souvenir. Mais il y a d'autres travaux, notamment qui s'appelle La tête du peuple brésilien, qui va revenir sur cette idée de la main du peuple africain qui était tellement répandue dans les expositions de Manuel Araújo, de Lina Bobardi, mais dans lesquelles il va faire une projection des vidéos dans des espèces de caisses de téléphones publics qu'il crée, et dans lesquelles il va travailler plusieurs images qui sont dans le conscient, qui font partie de l'imaginaire d'un Brésilien. Il va proposer à la fin des albums d'images que les gens peuvent ramener chez eux pour composer donc quelles sont les images qui font la tête du peuple brésilien. Alors, on élève un peu cette idée que ce peuple, c'est un peuple qui est connu par sa force du travail, mais un peuple qui peut aussi s'imposer par sa capacité intellectuelle de se reformuler, de travailler ses images. C'est intéressant parce que propositivement, il enlève l'image de la nègre de Tarsila do Amaral pour prendre une image de Tarsila elle-même. Il prend une image, il ne prend pas Abapuru pour prendre une image d'Anit, une danseuse de funk, une chanteuse danseuse de funk, dans une position d'Abapuru. Donc il va jouer avec ces images, des images de Debré, pour montrer aussi cette superposition et comment on va travailler sur cette position. Alors, ce qui change de Galberto, c'est qu'il fait un pari aussi par rapport à ces circuits. Ça ne veut pas dire qu'il ne valorise pas la catégorie d'art afro-brésilien, mais il fait un pari de devoir choisir en quelque sorte quelle sera l'alliance qu'il va faire avec les musées, par exemple avec le MASP. Alors, il y a une anecdote d'un artiste qui va parler, qui va faire une conférence de MASP, puis MASP propose de payer l'artiste avec des catalogues. Donc, c'est ce genre de questions institutionnelles qu'il pose, qu'il propose cette image qui peut accueillir l'image coloniale, parce qu'on ne peut pas se défaire de ce passé, mais qui... dans cet accueil, fasse aussi une critique responsable de ces circuits, ou au moins qui opère de façon à obliger ces circuits à montrer aussi son visage. Je ne sais pas si je veux... Je voudrais juste, dans la continuité de ce que disait Viviane, rappeler l'usage différentiel qu'on peut faire de recycler les images, recycling et upcycling, où il y a justement cette notion de porter le rapport à l'image coloniale, à l'archive coloniale, au passé, etc., mais sur un plan supérieur et plus intéressant, ce qui rejoint ce que tu disais de la capacité intellectuelle de travailler ses propres images. Merci beaucoup. Ce sera peut-être une question ou alors une observation, mais un peu motivée par la question posée par Fernanda sur cette dialectique, disons, entre contestation et créativité. Et je pense notamment à la présentation de Anne Lafont ce matin, avec cette idée de réfléchir à qu'est-ce qu'il y aurait de spécifique dans une approche artistique qui serait peut-être différent au travail d'historien, et aussi à ce que Tiffaine Samoyo avait dit de souffrance et savoir. Et donc, on parle toujours de contestation, on parle de la violence des images, on parle de contre-culture, mais il me semble que les
travaux que vous avez présentés, et spécialement le travail d'Isabelle autour de Bray, c'est un travail qui met en avant cette créativité aussi, dans un dialogue presque très doux, très élégant, très, très créatif, très... donc je trouve intéressant la manière dont l'art répond à cette violence, là où nous, on pourrait peut-être être menés à voir quelque chose de très clair, très... Voilà, c'est une contre-culture. Mais alors, c'est une contre-culture qui crée de la culture. Donc, il y a quelque chose... voilà, je ne sais pas si c'est une question, mais peut-être pourriez-vous un peu parler de cette approche qui est très... douce, c'est sans doute pas le mot correct, mais très fine, très, très poétique, je trouve, d'une critique qui n'est peut-être pas si... brutalement clair qu'on pourrait après le voir dans notre travail. Il a expliqué pourquoi on fait ce qu'on fait. Parfois, non, pas parfois. Parfois c'est intuitif, non? L'image nous parle, nous dit quelque chose et qu'est-ce que je vais faire? Comment? Est-ce que je vais faire? Et là, je pense qu'il y a aussi un lugar de fala, un locus d'énonciation. Et bien sûr, pour nous sommes deux femmes blanches, nous entrons dans un espace de mémoire de l'esclavage. C'est très délicat. On s'est posé, on a passé, avant de faire des œuvres, avant de commencer à intervenir, on a fait des recherches très intenses, on a fait des interlocutions avec des chercheurs, on était en conversation avec des groupes d'activistes, donc on était dans le groupe de Facebook, etc. Et pour nous, la partie créative ne s'agit pas de auto-expression. Dans un espace comme le cimetière, on ne peut pas faire ça. N'est-ce pas? Parce que c'est un espace qui appartient à la ville, les injustices sont là, on a besoin de prendre une responsabilité comme société, tout le monde, sinon rien ne change. Mais il faut pedir permission pour y arriver là-bas. Donc, par exemple, faire un geste, comme Rosana Paulino, elle prend un fil, elle fait un trou d'épingle, elle perce, non? Cela est un geste que nous, on ne peut pas le faire, n'est-ce pas? Ce serait, je ne sais pas, ce n'est pas une chose aussi très intellectualisée ou raisonnée au moment, mais ce n'est pas de la place d'aller découper des images. Hein, ça, c'est une démarche qui part d'une autre subjectivité, expérience, histoire, etc. Notre approche était plus de faire comme ça. Comme on était, parce que tout le projet a commencé dans le cimetière est en effet, j'appelais ça de l'Holocauste nègre, mais en effet c'était un espace saint, c'était un espace de l'église, non? Un campo santo. Alors l'idée, par exemple, de profaner ou rendre sacré était plus appropriée, disons, comme geste. Si on a le droit de faire un geste. Non? Ça, c'est toute la démarche du début. Il faut se poser beaucoup de questions. Il faut être très, 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 very careful. Donc, par exemple, quand on prend le collier jaune, c'est la Orisha Oshun. Hein? Et pour nous, quand on voit, j'ai parlé de la mer, donc on était là près de la mer, et les cosmologies, et aussi c'est un espace de vie et mort. Bon, la conception occidentale divise les choses entre vie et mort, mais autre cosmologie, il n'y a pas de la mort, il y a une vie continue en différentes dimensions. Enfin, on a entré dans ce plan-là parce que, donc quand on prend la guille de Oshun, que l'on peut acheter dans les magasins juste à côté de toute la région, quand on la met autour de cette main prête, on la rend sacrée, ou on essaye de donner une dimension sacrée. Hein? Et quand on fait quelque chose de sacré, bon, j'espère que ce soit l'inverse d'un geste violent. Hein? C'est de subjectifier. C'est un geste très petit. Hein?
Donc, on utilise d'autres éléments pour rédacter le regard, etc. Voilà, ça aussi avec une histoire de notre art, moi et Patrice, comment est-ce qu'on travaille, hein? Les éléments qu'on a utilisés dans nos œuvres, elles viennent d'autres travaux. Donc il a une continuité, par exemple la loupe, c'est un élément qu'on a utilisé dans plusieurs travaux pré-grecs qui retourne la bande de Mobius que moi je porte là. Donc ce sont aussi, je pense que les interventions ont la continuité de l'artiste, mais aussi une position envers la situation. Donc, par exemple, nous ne pouvons pas faire un argument sur une expérience qu'on n'en a pas. En contrepartie, d'autres artistes qui ont une autre histoire, etc., sont plus légitimés de faire un argument. Donc, notre touche, disons, c'était par la poétique et principalement par la pédagogie. J'aurais pu montrer que, en fait, la plupart de notre travail, c'est un travail pédagogique dans l'exposition. Dans l'exposition, on a ouvert un stage pour des jeunes étudiantes d'histoire de l'art noires. Donc, elles étaient parties. Comme on n'était pas dans l'exposition pendant toute sa duration, on a créé ce stage et par exemple les 4 étudiantes qui ont gardé, les gardiennes de l'exposition, elles ont travaillé pendant l'exposition pendant 3 mois et elles ont créé toute la programmation. On n'a pas dit vous allez faire ça. Donc on a ici une opportunité pédagogique, faites-la, ce que vous avez besoin, parce que quand le visiteur entre dans l'exposition, ce n'est pas Patrice et Isabelle qui vont rencontrer dans l'espace, parce qu'on pouvait... Moi, j'habite en Suède, Patrice... Donc, on a toujours travaillé avec un programme pédagogique, avec les institutions, en faisant des stages, etc. Et on a délégué l'exposition à d'autres. Donc, c'est pour ça qu'au début, j'ai dit que c'est un effort vraiment collaboratif. Tout travail d'art est un travail d'auteur, bien sûr, mais avec cette proposition-là, c'est impossible de revendiquer c'est à moi. C'est pas possible, non? C'est pas éthique non plus. Donc, on a créé tout un programme donc, par exemple, les filles à São Paulo, elles ont fait un canal Instagram, elles ont créé des événements. Il y avait un petit budget pour qu'elles puissent faire des choses. Donc, notre budget, c'était une grande partie, c'était justement que l'espace était un espace commun. Hein. Et bon, on avait une bibliothèque avec des titres, et c'était des donations des librairies, et les titres, il n'y avait que des livres d'écrivains, de femmes noires intellectuelles. Donc, l'exposition était aussi une bibliothèque. Les gens pouvaient s'asseoir là et lire. Hein. C'est une autre forme de faire les voix. Être là. Bon, il y a un tas de choses, je peux passer 3 jours à en parler, mais c'est une stratégie, hein, parce que je ne sais pas comment faire. Dans ce cas-là, je ne sais pas comment faire autrement. Donc, Gualbert, quand il intervient, c'est une autre façon complètement différente d'interruption, de questionnement. Et bon, quand tu es dans un espace qui est un cimetière, c'est une institution, ce n'est pas un musée d'art contemporain, etc. Il y a d'autres questions institutionnelles à penser aussi, non? Et nous, on n'est pas exposé cette exposition dans des musées super musées. C'était toujours dans des espaces alternatifs. On a gagné de l'argent public pour faire ce travail. Donc, il y a une responsabilité là-dessus aussi. Hein? Cet argent public doit circuler pour le public et pas... Donc, on n'a pas exposé dans des endroits privés. L'endroit privé qu'on a exposé, c'était des espaces indépendants, à Saint-Louis, par exemple. Et là aussi, c'est un partenariat, non? Donc, les œuvres, c'est une partie visible, mais il y a tout qu'il y a derrière de qui garde l'espace et de qui cet espace. Hein? Donc là, dans notre cas, c'était très, très, très important que cet espace, ces histoires, elles ne nous appartiennent pas personnellement, elles nous appartiennent à tous, non? Donc l'idée, c'est aussi de faire une conversation où tout le monde qui voulait pouvait avoir une place dans cette rôde
Et oui, c'était difficile, inconfortable. On a reçu un plein de critiques, on a reçu un plein d'appuis. Donc, c'était très compliqué. Merci beaucoup, je suis désolé. Je peux juste... Oui. Juste parce que je ne sais pas si je suis d'accord avec toi, qui ça change. Alors, l'effet de l'ethnie que porte ce travail change. Parce que si vous voyez dans l'exposition, par exemple, l'unique image qui revient sur la violence, c'est une image d'une femme blanche, c'est Adriana Varejan. Et que, je peux te dire, c'est extrêmement dérangeant à mes étudiantes afrodescendantes quand je dois présenter, de telle façon que j'ai arrêté de présenter cette image. Alors, il faut penser, je pense qu'on a cette idée qu'il y a cette violence flagrante, mais quand on voit Rosanna Paulino, par exemple, c'est extrêmement fragile l'écriture qu'elle propose par rapport à ces corps qui étaient photographiés pour être utilisés dans la théorie eugéniste d'Agassi. Il y a ces rapprochements extrêmement sensibles aussi, qui gagnent une autre intention et intensité quand on voit qu'il s'agit d'un artiste qui partage effectivement avec son objet cet aspect. Mais et je raconte juste cette anecdote pour finir. Alors, on vient sur cette idée qu'on appuie sur cette violence, mais par exemple, les Moncab, le musée de culture afro-brésilienne à Bahia. Alors, donc, il faut penser aussi que le Brésil vit des moments très différents par rapport à toute cette discussion. São Paulo, on est en train de parler des vrais, des critiques constitutionnelles. Bahia, c'est à des années de lumière avancées sur les théoriciens et sur ce qu'ils produisent en tant que pratique artistique, y compris de façon à mettre de façon égale les manifestations populaires et ce qui arrive dans les musées. Les Moukab, par exemple, ils ont décidé que les projets du musée, ça serait un musée de l'affection. Et donc, qu'ils n'auront aucune image de bateaux négriers dans les musées. Contrairement au musée Afro-Brésil, où il y a une grande structure d'un bateau négrier avec plusieurs images et qui est source d'un inconfort extrême quand on amène des étudiants d'éducation infantile, des maternelles dans cet espace. Donc il y a plusieurs dimensions de regarder ça. Et alors, quand on a discuté de ces projets avec les commissaires du MONCAB, j'ai vu plusieurs chercheurs énervés absolument parce que ces femmes noires ont décidé de créer un espace muséal, mais que prend soin de ces corps plutôt que revient sur la violence qu'ils ont subie. Donc, je pense qu'il y a tout ce niveau aussi de discussion au Brésil qui sont jamais les mêmes. Et je pense qu'il faut penser, est-ce qu'on prend ça comme plus violent parce que cette voix est une voix catégorisée comme noire qui énonce quelque chose. Je pense qu'il y a ça aussi, que plus les artistes apparaissent, plus on va voir aussi quelque chose à dire, pas juste sur leur travail, mais aussi sur la façon dont ils présentent sur leur corps aussi dans cette scène, qui finit, dans certains cas, par devenir une autre archive que l'art contemporain fait, une autre forme de captation de ces corps aussi. Mais bon, c'est ça ce que je voulais dire. Merci.